C'est une affaire particulièrement sensible à laquelle font face les jurés de la cour d'assises de Lyon. Cette fin de semaine comparait une jeune femme de 32 ans accusée du meurtre de son grand-père. Elle a volontairement aspergé son matelas de produits inflammables et lui a donné la mort. Cet homme de 95 ans était malade depuis de nombreuses années et avait perdu toute autonomie. Il ne pouvait plus marcher, manger ou se laver seul. Si l'accusation a retenu un acte prémédité de sa petite fille, la défense parle, elle, d'euthanasie, un acte d'amour pour cet homme qui réclamait de mourir selon la jeune femme. Comment la justice s'empare-t-elle de ces dossiers si sensibles ? Comment juger ces crimes qui, à chaque affaire, relancent le débat autour de la fin de vie, mais aussi celle de la question des aidants, souvent bien seuls. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Athénaïs Keller. Bonjour Philippe. Vous êtes rédactrice en chef du site internet de BFM TV. Avec vous, nous allons revenir sur cette terrible affaire jugée donc cette semaine par la cour d'assises du Rhône. Bonjour Jonathan Denis. Bonjour Philippe. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Avec vous, on va tenter de comprendre comment la justice essaye de faire face à ces situations humainement terribles et humainement particulièrement difficiles. D'abord, Athénaïs, revenons sur les faits qui sont donc jugés cette semaine à la cour d'assises du Rhône à Lyon. Ils remontent au dimanche 23 août 2020. Oui, ce jour-là, c'est la fille de Manuel D qui découvre son père sur son lit médicalisé, son corps à moitié carbonisé. À l'époque, ça fait 4 ans que cet homme de 95 ans est revenu d'Espagne pour s'installer vivre chez sa fille et son gendre à Saint-Laurent-de-Mur, c'est dans la banlieue de Lyon. À la suite d'une mauvaise chute, il marche plus depuis des années et il est aidé au quotidien par 3 auxiliaires de vie. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de colérique. Il passe ses journées recroquevillé en position fétale sur son lit. Et ce 23 août, la fille de la victime et son gendre se sont absentés pour la journée. Ils ont accepté un déjeuner et c'est très rare en fait pour eux parce que ça fait des années qu'ils déclinent toutes les invitations à cause de l'état de santé de Manuel D. Et à leur retour, en début de soirée, le détecteur de fumée sonne. Une fumée noire sort de la chambre médicalisée située au rez-de-chaussée. Immédiatement, le couple pense à un dysfonctionnement du système électrique du lit. Sauf que les enquêteurs mettent rapidement en évidence la piste criminelle. Ouais, très rapidement, les enquêteurs découvrent des traces de carburant en fait dans la chambre, des doses minimes au niveau de la pompe du matelas anti-escar, de la literie, de la couette, de la laise et un peu au sol. Les investigations et notamment l'analyse des images de vidéosurveillance et le bornage téléphonique révèlent assez rapidement des incohérences avec l'audition de la petite fille de la victime, qui est une jeune mère de famille de 28 ans à l'époque, qui habite à proximité de chez ses parents. Elle dit qu'elle n'est jamais venue ce jour-là, qu'elle a seulement appelé ses parents parce qu'elle savait qu'ils étaient sortis et elle voulait des nouvelles de son grand-père. Mais ces déclarations collent pas du tout avec le travail des enquêteurs. Et chez elle, pendant une perquisition, on va retrouver un bidon d'essence avec son ADN dessus. En garde à vue, la jeune femme reconnaît finalement les faits et elle se révolte d'abord face aux questions des gendarmes qui l'accusent d'avoir tué son grand-père. Et puis elle finit par avouer. Comment expliquer que cette mère de famille, elle est, on le rappelle, professeure de langues étrangères, elle est décrite par tout le monde comme gentille, serviable, généreuse. Comment a-t-elle pu passer à l'acte et avec un mode opératoire particulièrement violent ? Ouais, ce 23 août 2020, en fait, elle est sur la route du McDonald's avec ses 2 enfants et elle fait un arrêt chez ses parents. On le disait, elle savait qu'ils étaient sortis, même si c'était exceptionnel. Et elle raconte qu'elle a entrouvert la porte de la chambre de son grand-père et qu'elle a entendu qu'il dormait. Elle a ensuite jeté de l'essence sur le gonfleur du matelas. Elle est allée chercher une feuille de papier. Elle a mis feu à cette feuille de papier et elle l'a jetée dans la chambre avant de refermer la porte et de partir en courant. Elle dit qu'elle pensait que son grand-père allait mourir rapidement, asphyxié. Elle dit « Pour moi, ce qui m'importe, c'est que mon grand-père soit mort comme il le voulait, sans souffrir, dans son sommeil. » Un expert a confirmé d'ailleurs une agonie brève de la victime. C'est pour ça effectivement que la défense parle aujourd'hui d'acte d'euthanasie et dit que son grand-père demandait d'en finir. Ouais, elle raconte que son grand-père, qui en fait l'a élevée jusqu'à l'âge de 6 ans et qu'il appelait parfois même ma fille, qui avait vécu chez ses parents pendant 10 ans avant de partir en Espagne puis de revenir, que son grand-père lui avait confié en fait qu'il voulait en finir. Elle revient sur cette phrase qu'il lui aurait prononcée. Il lui aurait dit « N'oublie pas de dire à ta mère qu'elle me donne la pilule pour que je m'endorme et que je ne me réveille plus ». Quelques semaines avant sa mort, Manuel D, qui était incapable de se lever, plus capable de manger seul, plus capable de se laver, lui disait « C'est quand que ça s'arrête ? Je n'en peux plus ». Et elle raconte aussi cette fois où elle a découvert son grand-père souillé. Elle dit ce jour-là qu'elle a pris une vraie baffe, c'est ses mots.
Elle dit « Je me suis dit qu'il voulait en finir, peut-être pas de cette façon, mais qu'il voulait partir ». Se pose la question, en revanche, effectivement, du mode opératoire. Pourquoi un geste si violent qui a provoqué des brûlures graves ? Selon son avocat, l'ingestion de médicaments aurait été un processus trop long, d'autant que les parents de la jeune femme n'étaient pas au courant en fait des volontés de Manuel D. Et vous le disiez, Philippe, la famille, les oncles, les parents de la jeune femme, tout le monde la soutient. Ils ont d'ailleurs dit lors de la première journée du procès « Ma sœur s'est sacrifiée pour notre grand-père ». Les fils de Manuel ont décrit le corps de leur père avec des images qui comparent à des camps de concentration. Et la sœur de l'accusé a réclamé des changements législatifs avec la création donc, d'une aide médicale à mourir. Merci beaucoup Athénaïs. Jonathan Denis, je rappelle que vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Cette affaire pose beaucoup de questions, à la fois juridiques, à la fois politiques, sociétales, aussi sur la manière d'exprimer, Athénaïs le disait à l'instant, ses volontés quand on est en fin de vie. D'abord, comment la justice appréhende ce genre de dossier particulièrement compliqué ? Nous sommes dans une grande hypocrisie devant la justice. Alors, ce sont des drames de fin de vie, parce que ça pourrait être un accompagnement fraternel qui pourrait se faire, et effectivement, on se retrouve face à des situations dramatiques, mettant en cause des tiers. Là, c'est une petite fille, mais il faut rappeler qu'en France, nous avons aussi des euthanasies clandestines qui se passent dans des hôpitaux, avec parfois des médecins, des infirmiers, des infirmières qui sont traînés devant les tribunaux. Moi-même, je l'ai vécu, je me suis engagé dans ce combat parce que j'ai accompagné mon père clandestinement en France dans le cadre d'une euthanasie. J'ai attendu que le médecin qui l'avait accompagné décède pour le rendre public, pour que justement ce médecin ne risque pas sa carrière, mais au-delà de la prison, puisque c'est ainsi que les choses se passent. Ça remonte à très longtemps. On peut se souvenir par exemple de Vincent Humbert. Vincent Humbert, il avait demandé à Jacques Chirac, président de la République de l'époque, le droit de mourir. Vincent Humbert, il était tétraplégique suite à un accident de voiture. C'était un jeune sapeur-pompier volontaire. Il était aveugle, il était muet, et donc il avait écrit cette lettre au président qui lui avait dit « Je ne peux rien pour vous ». Et c'est sa maman, Marie Humbert, avec un médecin, le professeur Frédéric Chaussois, qui l'ont aidé à mourir. Marie Humbert et Frédéric Chaussois ont été traînés devant des tribunaux. Il faut rappeler que Marie Humbert, sa maman, qui disait déjà « Pour moi, c'est un dernier acte d'amour que j'ai fait pour mon fils », c'est 40 expertises psychiatriques. C'est une interdiction de sortie du territoire. Et puis finalement, c'est un non-lieu. Encore dernièrement, vous avez eu un vétérinaire qui a aidé son meilleur ami qui avait la maladie de Charcot à partir comme il l'avait souhaité. Ce médecin, ce vétérinaire, traîné devant les tribunaux, n'a pas été condamné parce qu'on a considéré que c'était de la compassion. Ça n'existe pas en termes juridiques, la compassion. Donc aujourd'hui, on est dans cette hypocrisie à traîner des gens devant des tribunaux et à ne pas les condamner, et pour autant à ne pas faire évoluer la loi pour qu'on meure mal en France et qu'on puisse répondre en amont à ces demandes d'aide à mourir, et qu'elles soient faites en toute légalité, en protégeant les soignés et les soignants. Vous évoquez beaucoup d'affaires dans lesquelles des médecins sont intervenus ou des infirmières, et puis il y a ces affaires-là où des familles ne trouvent peut-être pas ce médecin-là, ne savent peut-être pas comment s'y prendre, et on arrive à des drames aussi violents, aussi terribles. Est-ce que ce sont des affaires ponctuelles, ou est-ce que malheureusement, vous avez écho d'affaires régulières de ce type ? Mais ce ne sont pas des affaires ponctuelles, hélas. Vous savez, il y a une case qui s'appelle Faits divers dans les journaux, et dans les faits divers, on trouve énormément de Français qui se suicident de façon extrêmement violente, tant qu'ils le peuvent encore, parce qu'il n'y a pas de solution qui leur sont proposées face à des pathologies graves et incurables, avec des souffrances qu'elles ne sont plus prêtes à endurer. Ces affaires-là qui mettent en cause également des tiers, on en voit très souvent, et médiatiquement, vous en parlez souvent. Et pour autant, le législateur ne décide pas de se saisir de cela pour faire avancer la loi. Alors effectivement, la première loi Leonetti, en 2005, elle est consécutive à l'émotion provoquée par la mort de Vincent Humbert, et surtout par le fait qu'on ait traîné sa maman et un professeur devant les tribunaux. La loi de 2016 que vous avez, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, elle est consécutive à une affaire d'un autre Vincent, c'est Vincent Lambert. Mais combien d'affaires encore dramatiques il va falloir y avoir, même si Vincent Lambert c'était différent puisqu'il y avait une querelle familiale, mais combien d'affaires dramatiques mettant en cause des familles doit-on encore vivre pour qu'enfin on évolue? Aujourd'hui, c'est hélas du quotidien. Pour qu'on comprenne bien, ou qu'on essaye de comprendre, parce que la justice se prononcera aussi sur la violence de cette mort qui a été donnée, de cet acte qui a été perpétré, est-ce que pour vous ça illustre le désespoir à un moment des aidants et des familles, au point que on est presque capable de tout, tellement on ne sait plus gérer, on n'arrive plus à gérer? Mais vous employez un mot très juste, Philippe Gaudin, le désespoir.
ces familles font face à un désespoir. Mais au-delà de ces familles, c'est la personne qui est dans le lit qui fait face au désespoir. Et face à ce désespoir, hélas, il ne reste parfois que des situations absolument dramatiques. Vous savez, moi j'accompagne aussi, c'est mon rôle en tant que président de la DMD, des personnes dans le cadre d'un parcours d'aide à mourir, parfois à l'étranger, et puis on le sait bien, clandestinement en France aussi. Mais parfois, ces personnes arrivent à avoir accès à cela, mais au préalable, combien de fois j'entends une épouse, un époux, un frère, une sœur me dire « mais si on n'y arrive pas, je lui ferai avaler des somnifères, et puis je l'étoufferai avec un oreiller, c'est la dernière promesse que je lui ai faite ». On évite ces drames-là. Heureusement qu'on arrive le plus souvent à les éviter. Mais c'est une réalité, hélas, qui se passe, et on n'accompagne pas assez les aidants, puisque cette petite fille est aussi une aidante au quotidien. On aurait pu l'accompagner différemment. Et ça ne veut pas dire que je cautionne le fait de ce qui s'est passé, mais j'arrive à entendre ce désespoir des familles. Et ce désespoir, il continuera à exister tant qu'on ne saura pas avancer et regarder véritablement les choses en face comme elles existent depuis maintenant plus de 40 ans finalement. Il y a un point aussi important, Athénaïs rappelait que cet homme avait dit à l'oral qu'il voulait en finir, qu'il voulait mourir. Il y a toute la question d'exprimer clairement ce que l'on souhaite pour sa famille. Ça, aujourd'hui, c'est aussi un point sur lequel ce genre d'affaires doit permettre de réexpliquer les choses. Il faut pouvoir les expliquer. Mais vous savez, il y a un professeur en Belgique, il s'appelle François Damas. Il accompagne dans le cadre légal en Belgique des euthanasies et il explique, il a un mot très juste, il parle de l'inentendu. L'inentendu, c'est toute cette façon de s'exprimer par des personnes qui sont au bout du bout, pour qui la vie n'est devenue que de la survie, de s'exprimer auprès de leurs aidants, auprès de leur famille, mais surtout auprès des soignants. Et on leur dit, mais vous ne savez pas trop bien ce que vous dites, parce que vous êtes vulnérable, parce que vous êtes fragile, parce que vous êtes malade. Mais leur parole, c'est ce qui doit être respecté. Et si on arrivait à passer de l'inentendu à l'entendu, à cette véritable écoute, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes qui se posent encore aujourd'hui en France et dans d'autres pays. Et on peut rédiger des directives anticipées. C'est très important d'en parler des directives anticipées, mais au-delà de rédiger des directives anticipées, c'est ce qui vous permet de dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas en fin de vie quand vous ne pouvez plus vous exprimer. Au-delà de rédiger des directives anticipées, il faut les faire connaître, il faut désigner des personnes de confiance qui ne seront pas là pour décider à votre place, mais pour faire valoir vos droits, mais il faut que ces directives anticipées aient un véritable poids juridique. On les a un peu renforcées dans la loi de 2016, elles sont valables indéfiniment, elles s'imposent à la connaissance du médecin, mais le médecin collégialement peut les refuser en considérant que ce n'est pas conforme à votre situation médicale. Et puis, il y a eu une grande discussion autour d'un projet de loi dernièrement qui est passé à la poubelle avec la dissolution, mais moi je me suis battu de toutes mes forces pour que on arrive rien qu'à mettre le mot directive anticipée dans le cadre de projet de loi. Il faut bien imaginer que le gouvernement, les parlementaires discutaient d'un projet de loi dans lequel on mettait à la poubelle de la démocratie sanitaire les directives anticipées parce que certains soignants nous disaient « Oh, mais vous savez, ce qui est écrit dans les directives anticipées, c'est peut-être pas ce que voulait vraiment dire la personne. » Mais à quel moment dans notre pays on va enfin comprendre que le respect de la parole de la personne, c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle a écrit. En quoi est-ce que ça différerait d'un testament finalement ? Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Du moment où on remet en cause des directives anticipées, on peut très bien remettre en cause des testaments qui ont été écrits en toute conscience, avant que la personne ne puisse plus s'exprimer. Voilà, c'est le respect de la parole donnée. Et aujourd'hui, quand on est en fin de vie, parce qu'il y a certaines forces puissantes qui veulent faire croire l'inverse, eh bien aujourd'hui, quand vous êtes en fin de vie, on considère que vous ne savez pas vraiment ce que vous dites ou ce que vous avez dit. Il y avait, vous y faisiez référence, un projet de loi qui était à l'Assemblée nationale, qui a été suspendu au regard de l'actualité politique et de la dissolution. On verra ce qu'en fera Michel Barnier, qui l'a évoqué sans donner beaucoup de détails pour l'instant. Est-ce que ce projet de loi est de nature à simplifier, à clarifier et peut-être aussi à poser un cadre pour la justice dans ce genre d'affaires ? Je ne crois pas qu'un projet de loi puisse répondre à absolument tout. Ça, il faut être très honnête là-dessus. Un projet de loi, il est là aussi pour être amendé, pour être modifié. Puis une loi, elle peut aussi évoluer dans le temps en fonction de ce qu'en pense la société. Mais le projet de loi tel qu'il était présenté par le gouvernement ne répondait pas à des questions comme celles qui pouvaient être posées par Vincent Habert, dont je vous ai parlé, ou même dans le cas de Vincent Lambert. Vincent Lambert, il faut quand même penser qu'il a été accompagné dans le cadre de la loi de 2016, alors qu'en réalité, si on regarde stricto sensu le texte, Vincent Lambert n'était pas concerné par la loi de 2016. La loi de 2016, elle dit que en cas de pathologie grave et incurable avec des souffrances
que vous ne pouvez plus endurer et que votre pronostic vital est engagé à quelques heures, quelques jours, c'est ce qu'on appelle le court terme, vous pouvez bénéficier d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. On vous endort, c'est ce qu'on appelle le laisser mourir. On arrête l'hydratation, on arrête l'alimentation et puis on attend. Ça peut se passer très vite, comme ça peut durer plusieurs jours. Vincent Lambert, hélas, en a été le cas, puisque la deuxième sédation de Vincent Lambert, la première avait duré 31 jours, la deuxième a duré plus de 7 jours. Donc aujourd'hui, la loi n'est pas suffisante. Mais dans le texte que présentait le gouvernement, on parlait de moyen terme en pronostic vital. Moyen terme, je vous parlais de la maladie de Charcot, je vous parle d'autres pathologies. Je pense par exemple aussi à ce monsieur dont on parle dans cette affaire, n'était pas concerné par la loi. Le moyen terme, ça veut dire quoi comme pronostic vital ? Quelques mois, on ne sait pas. Voilà, le législateur va encore se prononcer sans savoir. Donc on avait réussi à améliorer cela pour qu'on puisse dignement faire l'accompagnement le plus approprié possible. C'était la partie 1, le développement des soins palliatifs et des soins d'accompagnement, y compris le développement de l'accompagnement pour les aidants, pour les bénévoles. Et puis il y avait ces recours possibles à une aide à mourir quand la vie n'était devenue que de la survie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'espère, et je n'attends rien de Michel Barnier vraiment sur ce sujet, on ne sait pas combien de temps Michel Barnier sera là, donc j'attends que les parlementaires soient respectés dans leur travail, que la Convention citoyenne soit respectée dans son travail, on a quand même réuni des Français pour réfléchir à cela, et que ce texte soit voté le plus rapidement possible. Il permettra, à ce moment-là, d'accompagner dignement et dans le respect de la conscience, chacune et chacun. Merci beaucoup, Jonathan Denis. Merci, Athénaïs Keller. Affaire suivante, le podcast inédit. C'est à retrouver évidemment sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.